dire, de manière générale, on va dire, à quoi sert la compétition et comment est-ce qu'il faut la faire passer à nos jeunes et moins jeunes. Ce que je voudrais voir ce matin, c'est que nous partagions nos expériences pour essayer, pour tenter de motiver nos adultes et nos adolescents à pratiquer la compétition qui, de notre point de vue, fait partie intégrante du judo pendant un moment de la vie d'un judoka. Et pas opposer le judo loisir avec le judo sérieux et le judo compétitif, qui sont à mon avis trois niveaux complètement différents. Alors moi, ce que j'attends ce matin, c'est savoir comment vous procédez pour présenter la compétition à vos ados et à vos enfants et à vos adultes, comment vous l'envisagez avec eux. Personnellement, je fais avec les enfants, évidemment, je fais dans mon club un petit challenge mensuel où je fais donc tous les mois une petite compétition. Je les pèse en début d'année. On fait des poules de 4 ou 5, peu importe, les mois. Et puis, je fais en sorte que donc, le premier gagne 2 kilos pour la fois d'après. Le deuxième gagne 1 kilo. Ça veut dire quoi, gagner 1 kilo? Alors attends, c'est-à-dire que, non, il gagne sa poule, mais pour la fois d'après, parce que ce que je veux, c'est que tous les enfants, à un moment donné, gagnent aussi. Ouais. D'accord? Donc même celui qui ne va pas avoir de facilité ou qui ne va pas être à l'aise au départ. Ouais. Donc pour qu'il gagne à un moment donné, je vais dire, j'octroie au premier, je le fais grossir. Les 2 premiers, je les fais grossir un peu. Tu les mets dans une poule plus lourde. Pour la fois d'après. D'accord. Et au contraire, ceux qui ont perdu, celui qui termine 5e, je le fais maigrir. Ah, d'accord. Et il va perdre 2 kilos. Et le 4e Ça va sera perdre plus facile. 1 kilo. Et ce qui fait que la fois d'après, il va se retrouver dans une poule plus facile. Ah, c'est pas bête. Et ainsi de suite, comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, même s'il ne gagne pas la fois d'après, au bout de, je sais pas, peut-être 3 mois ou 4 mois, eh bien, à un moment donné, il va quand même gagner un petit peu. Donc tout ça pour les habitués, puisque c'est au sein. Alors il n'y a pas que ça, mon challenge, il comprend aussi, je donne des points après pour l'attitude, le tapis, le travail, etc. Mais tout ça pour leur donner un petit peu l'envie, la compétition, un petit peu l'aspect un petit peu qu'on retrouve après en compétition. Donc leur donner cette envie de confrontation. Et peut-être après les faire aller sur la compétition. Sur la façon dont vous allez présenter la compétition aux enfants. Oui. On fait des mini-coupes, ce qu'on appelle des mini-coupes, une fois par trimestre. Et on convoque à cette mini-coupe les adultes judokas, mais aussi les parents qui souhaitent. Et on essaye de les former comme commissaire sportif ou comme arbitre, modestement. Et même à la fin de l'année, on délivre pour la compétition du club que l'on va faire, on délivre un maillot derrière lequel il y a commissaire sportif de club ou arbitre de club. Et ça, pourquoi? De façon que les parents puissent essayer d'accompagner leurs enfants, parce que c'est toute une histoire, ça, parfois. Des parents qui ne veulent pas trop, il n'y a pas un quart, Alors le discours contient, donc ça c'est tout au long de l'année, on essaye de faire cette petite formation, cet accompagnement des jeunes, des ados, du club et des parents. Et puis également, on organise pour les plus petits, vous savez, dans les cahiers de la Fédé, il y a le tournoi des petits tigres, où on mélange une partie où on se laisse faire, on peut appeler Yakusuku Geiko, mais enfin c'est pas tout à fait comme ça, et puis une partie où c'est randori, et on donne des points à tout le monde, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir 0 sur la partie technique, ce qui fait qu'aucun enfant repart avec 0 pour reprendre la préoccupation précédente. Maintenant, le discours, de la façon dont nous nous présentons, mais encore une fois, ça ne marche pas toujours, on ne va pas pour gagner, au contraire. Si on gagne, c'est bien, c'est très bien. On va pour faire le point sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on sait faire. On va tester ce qu'on sait faire par rapport à des judokas qu'on ne connaît pas. Et on essaye d'enlever, de dédramatiser et d'enlever les enjeux toujours
de podium où les parents sont là et quand souvent on voit les enfants qui reviennent devant les parents, oh là là, il n'a rien fait, il a fait 3e, ou il a fait 4e, il n'a rien fait. C'est nul de dire ça. Et donc nous, on ne présente pas ça comme ça, on présente en disant on va faire le point, tant mieux si on gagne, c'est très bien. Et puis si on perd, c'est pas très grave parce qu'on saura où on en est, et puis avec un des profs qui est avec vous, un des accompagnants qui est avec vous, on verra un petit peu ce qu'on peut retravailler, comment on peut le retravailler. Voilà la façon dont on présente les choses. Il y a une forme de sécurité affective dans ce que tu dis, dans ta façon d'approcher la compétition. Tout à fait. Est-ce que vous utilisez les animations fédé ou vous préférez faire les animations en interne chez vous? Ou c'est complémentaire? De quelle catégorie d'âge on parle? Les tout petits, les petits tigres, les trucs comme ça. Ah non, Chez toi? Ouais, chez moi c'est entre nous. Les mini-poussins n'y vont pas du tout. Les poussins, ils vont que ceux qui sont déjà vraiment qui en ont vraiment très envie, qui sont bien accompagnés et que l'on juge à peu près armés pour y aller. Parce que sinon... C'est une minorité. Sinon, on leur dit, bah non, t'es pas encore prêt. Et c'est quoi le risque? T'as peur de quoi? Qu'ils se fassent démonter, qu'ils soient dégoûtés de la compétition, qu'ils perdent tout, qu'ils abandonnent tout. Exactement. Donc c'est pour ça, moi je crois que pour les poussins, et même pour les benjamins encore, il faut essayer de choisir. Mais encore une fois, si j'ai proposé ce thème, c'est que je ne trouve pas que ce soit satisfaisant. Donc la solution que je propose, pour moi, elle n'est pas satisfaisante. En tout cas, on n'envoie pas ceux dont on est sûr que ça va mal se passer, on ne les envoie pas à la compétition, c'est clair. L'objectif au travers de ça qu'on recherche, rechercher pour l'enfant, c'est quoi? Est-ce que c'est justement de lui donner le goût de l'effort? Est-ce que c'est lui apprendre à gagner parce qu'il faut qu'il soit un gagnant dans la vie? C'est quoi l'objectif pour vous? À quoi ça sert finalement? Est-ce que ça sert de faire des compètes? Moi personnellement, quand on faisait du judo, j'avais 14 ans, j'étais le plus jeune du club et on m'a accepté parce que je suis venu avec un ami qui avait le même âge que moi. Donc on commençait à 14 ans. Déjà, on a peut-être une vue de la vie différente. Maintenant, effectivement, on prend des enfants, mais de plus en plus jeunes. Mais est-ce que ces enfants, il faut leur faire de la compétition? Je suis d'accord par rapport à ce que tu dis. Par contre, où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis je l'ai fait grossir de 2 kilos, je l'ai fait maigrir de 2 kilos. C'est très difficile de faire grossir et maigrir un enfant de 7 ans, par exemple. Non, mais artificiellement. Artificiellement. Ah bon, parce que maintenant, je leur coupe une jambe, au premier degré. je leur mets une haltère. Je l'ai compris au premier degré. Ouais, allez, va, c'est ce qu'ils disent tous. Allez, va, c'est ce qu'ils disent tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Ah bon? Allez, va, c'est ce qu'ils disent tous. Poulis, milis, counous, pis, pilou. Il y a une certaine peur qui n'existe pas dans le club. Là, on va rencontrer des gens qui sont beaucoup plus affûtés que ceux qu'on a l'habitude de rencontrer. Et par conséquent, c'est une décision personnelle. Pour moi, C'est peut-être ça le plus intéressant aussi. C'est peut-être ça le plus intéressant justement. D'un point de vue éducatif, c'est de confronter les enfants à la peur. oui, Et mais, de les amener à l'apprivoiser. mais la peur est à différents niveaux pour moi. Elle peut être même ici, regardez le nombre d'enfants qui n'osent pas, qui viennent et puis qui s'en vont du dojo, il leur faut 2-3 séances avant de monter sur le tapis. Même certains adolescents d'ailleurs J'aimerais aussi. savoir ce que vous mettez sous le terme compétition. Est-ce que le challenge qu'on fait dans un club, qu'on organise, est-ce que c'est de la compétition ou est-ce que le terme compétition est réservé aux rencontres avec d'autres personnes qu'on n'a jamais vues et qui tout d'un coup travaillent d'une manière différente? Donc c'est compétition dans le club. Moi, je parle de la compétition officielle, celle que l'on présente à partir de Benjamin et après. Donc, c'est pas les ce que je challenges. disais tout à l'heure, il faut des habitués petits, et je crois qu'en les habituant petits, parfois c'est une bonne solution parce qu'effectivement on continue, mais au moment de l'adolescence, il y a l'image qu'on renvoie aux autres, et ça pour eux c'est fondamental pour un adolescent, et ils ne veulent pas renvoyer une mauvaise image. Et du coup, eh bien, ils préfèrent ne pas y aller à la compétition. Et il en est un peu de même pour des adultes. Voilà. Mais est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important s'ils n'y vont pas? Non. Donc, c'est-à-dire que moi, je leur présente comme ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, quand même, de leur parcours de judoka, je veux qu'ils aient essayé. Après, je leur dis, bon, bah, si vous n'y arrivez pas, enfin, si vous n'aimez pas ça, c'est pas un problème. Du moment qu'à l'entraînement, vous prenez du plaisir, vous continuez à faire du judo, vous vous amusez,
Vous avez essayé, il y a tellement de choses dans le judo que c'est pas un problème. Aussi, après, Comment est-ce que vous gérez l'après-compétition? Comment est-ce que vous gérez l'après-compétition? Celui qui a gagné et celui qui a perdu. Comment vous... Moi, celui qui a perdu, c'est quand même difficile, hein, surtout jeune. Celui qui a gagné, est-ce que vous en faites un modèle ou pas? Ou est-ce que vous le laissez dans l'anonymat le plus complet? Quand on perd, l'expérience, c'est la gestion de ses erreurs. Donc on progresse quand on perd. On ne progresse pas quand on gagne. Pour moi, c'est ça. Alors que quand on gagne et qu'on n'a pas d'opposition, tu ne fais pas d'effort. Donc Thierry Riner, il ne progresse pas. Alors. Mais il a du mal, je pense. Il a un problème de sparring par terre. Non mais moi il me semble que la réussite c'est pas négatif. Hein. Et l'échec non plus. Enfin, je veux dire l'échec, on peut tout à fait se transformer de ces échecs et se transformer en bien, comme on peut aussi perdre en estime de soi par exemple, de ces échecs. Tout est dans la façon dont on va traiter l'échec. Et donc moi il me semble que le professeur de judo aussi, il a cette mission-là aussi, de guider aussi tout ça. Oui, le judo, enfin moi je pense que le rôle d'un professeur de judo, c'est d'instaurer un climat de maîtrise et non pas un climat de comparaison sociale. C'est-à-dire qu'un climat de comparaison sociale, c'est le climat de compétition, comme je pense que tu as pu en parler tout à l'heure, qui amène souvent à quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'on se compare à ses amis, etc. Il faut savoir que l'homme, naturellement, est plutôt comme ça. Et culturellement, on est plus dans cette démarche-là. Il me semble que nous, le saut qualitatif qu'on peut faire, aussi en termes culturels, c'est d'amener nos élèves à se comparer eux-mêmes par rapport à leur propre progrès. Donc là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la compétence. Donc, et là, il me semble aussi qu'on a un objectif qui est transversal, qui déborde celui du judo, et qu'on peut utiliser après ailleurs dans la vie. Alors les musiciens, vous êtes prêts? On va faire une baisse de volume. Thierry, t'as les microphones? Ouais. Didier, t'as le magnétophone? Ouais. Allez-y les musiciens. Voilà, exactement. Non, c'est une stratégie à la fin. Et une stratégie de vie sociale. Et donc du coup, je pense que en fait, ça amène une sorte de confort psychologique et donc ça amène un peu plus vers la réussite. On a des exemples, il me semble, dans le sport, beaucoup d'exemples, de sportifs qui, naturellement, au début, sont tournés vers la comparaison sociale, parce qu'ils sont très bons, ils ont un talent, et au fur et à mesure, ils se mettent à rentrer en concurrence avec d'autres sportifs du même niveau, et ils perdent. Alors il y en a qui arrêtent tout de suite, d'autres qui passent par des phases difficiles et tout ça, mais le secret, finalement, c'est qu'ils finissent par revenir sur ces formes de stratégie, de motivation, où ils finissent par se comparer eux-mêmes. Par exemple, Zidane est un très bon exemple. Zidane a eu ce saut qualitatif, où il est devenu un très grand champion à partir du moment où il s'est tourné sur ses propres apprentissages. Il avait déjà des acquis comme ça. Mais c'est ce qui a fait qu'il a progressé sur lui. Et donc voilà, moi je pense qu'il a explosé comme ça. Mais quand vous parliez de Teddy Riner tout à l'heure, et je disais que son problème c'était qu'il n'avait pas d'adversaire. Mais le problème de Teddy, c'est que n'ayant pas d'adversaire depuis un certain temps qui soit à son niveau, il est obligé de se créer un adversaire, et je suis d'accord avec ce qui était dit juste précédemment, il est obligé de se créer. Son propre adversaire, c'est lui-même. C'est comment m'améliorer alors que je n'ai pas d'opposition notoire. Voilà. Et donc c'est vraiment quand je dis c'est la gestion de ses erreurs, c'est pas la gestion des erreurs des autres. L'expérience, c'est comment progresser soi-même par rapport à une situation qu'on a vécue. D'accord. Est-ce que cette position est transférable à des enfants, des benjamins et des cadets? Est-ce qu'on peut faire percevoir ce qui vient d'être justement dit? J'adhère tout à fait à ça. Faire le point de ce qu'on sait faire finalement, c'est tout simplement. Est-ce qu'on peut le transférer et comment faire pour le transférer à des enfants qui s'ils ne font pas de compétition, même si on ne les y force pas, bien évidemment, et même si on les envoie là, passent quand même à côté d'un moment important, d'un judoka. Ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est comment on fait, c'est que là on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité affective et aussi du travail.
d'accord ? Faire comprendre que aussi pour gagner, au bout d'un moment, ce qui n'est pas forcément une finalité, mais c'est que quand on fait du sport, gagner c'est quand même important, hein, c'est une forme de réalisation, ça amène des émotions, c'est un épanouissement. Moi il me semble qu'il faut leur faire comprendre que le travail est au cœur de l'apprentissage. Et lorsqu'on travaille, on progresse, et que, par exemple, ça peut être, tu sais faire que 3 mouvements, bien, l'objectif vers l'avant. Il va falloir que tu maîtrises 3 autres mouvements vers l'arrière, apprendre à les combiner, etc. À partir de ce moment-là, tu vas progresser. Tu vas commencer à battre des ceintures dans ton club que tu ne battais pas auparavant. Voilà, donc déjà tu progresses. Là, il y a un objectif, un sous-objectif. L'objectif, par exemple, la finalité, ça peut être de devenir ceinture noire. Entre-temps, il y a des ceintures à glaner, mais il y a aussi des mouvements à maîtriser. Et donc voilà, donc on est au cœur d'une démarche où on a un travail, où on ne se compare pas par rapport aux autres, et tout ça. Et donc à partir de là, quand on est dans cette démarche-là, moi il me semble qu'on a un objectif, il y a quelque chose. Et que aussi la dimension de l'échec aussi peut être plus facilement relativisée. Parce qu'après un échec, justement, on est tout de suite dans une démarche de travail. Comme le font, tu dis par exemple Teddy Riner, un exemple au plus haut niveau, c'est une des stratégies qu'adoptent les sportifs de très haut niveau. Après un échec, ou après, par exemple, Teddy Riner qui n'a plus véritablement d'objectif, puisqu'il a quasiment tout gagné, comment tu te remotives? Et bien pour un enfant, par exemple, après une perte, enfin après un échec en compétition, comment tu te remotives? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas le perdre. On ne veut pas qu'il s'en aille. Si on veut le garder, on veut qu'il reste. Est-ce qu'il est important que la compétition démarre à Benjamin? Monsieur disait, moi j'ai commencé le judo à 14 ans, moi à 15. J'ai commencé le rugby avant. Bon. Mais il y a un problème de mentalité, de maturité intellectuelle qui est importante. La compétition, c'est pas naturel pour un enfant. Un enfant, il joue. Intellectuellement, il n'est pas prêt à faire le code de combat dans une arène. Moi, je ne pense pas, en tous les cas. Regarde le cours de récréation d'une école. Oui. C'est révélateur. Oui, je suis d'accord. Mais les gens qui viennent faire les enfants qui viennent faire du judo aujourd'hui j'en ai pu en voir, ce sont des enfants qui peuvent avoir des problèmes. Ce n'est pas les plus turbulents qui viennent. Pas toujours. Et la compétition, c'est une stratégie. C'est comprendre les enchaînements, comme vient de le dire Julien, comprendre les enchaînements avant, arrière, sur le côté. Je ne sais pas s'il y a Benjamin, il est dans ce système-là. On voit bien les petites compétitions qui se déroulent, c'est des mouvements directs. Je ne suis pas certain qu'il faille les précipiter dans la compétition. Moi, je dirais que la compétition, ça fait partie de la formation. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça que c'est pas uniquement l'extérieur, c'est aussi ça peut être à l'intérieur, oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Julien, sur le fait qu'il faut présenter une démarche de progression pour l'enfant. Parce qu'il est évident que s'il ne s'améliore pas, et s'améliorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais tomber plus facilement Pierre, Paul, Jacques, alors qu'avant j'avais du mal. Au bout d'un moment, il va avoir l'impression de faire du surplace, il va être découragé. Mais est-ce que la compétition, c'est un bon moyen pour l'amener à faire cette progression? J'en suis pas certain. Et au contraire, je voudrais pointer un inconvénient, à mon avis, qui est très important de la compétition, surtout pour les jeunes, et qu'on a tous vécu. Moi, je suis le premier à avoir vécu aussi. Et de manière positive en ce qui me concerne, c'est que quand on fait de la compétition jeune, la prépondérance va à la capacité physique. Et il y a énormément de différences entre deux enfants de 12 ans au niveau maturité physique. Donc, des jeunes de 12, 13, 14 ans vont gagner parce qu'ils ont une maturité physique supérieure. Et l'image qu'on va leur renvoyer, c'est qu'en fait le judo c'est ça, c'est qu'ils ont gagné. Donc ne serait-ce que leurs petits camarades, quand ils vont les voir gagner, ils vont les voir gagner en faisant du judo.
définir ce que tu appelles maturité physique. Alors, Parce qu'on a des petits costauds. c'est très simple. C'est un petit costaud qui va apprendre un autre, qui va le soulever comme il soulève un sac et qui va le mettre par terre. Alors je voudrais un contre-exemple. On a un petit garçon. Ce qu'il faut, à mon avis, toujours expliquer aux compétiteurs, c'est que, et là, à mon avis, ça n'est absolument pas fait, c'est que il ne suffit pas de gagner, il suffit de voir, il faut aussi également voir comment on a gagné. Parce que si on veut pouvoir faire progresser un athlète, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il a gagné, c'est vrai, il a gagné. Il a été efficace dans le fait qu'il a trouvé les moyens d'avoir la coupe la meilleure. Mais est-ce qu'il a été efficient? C'est pas du tout vrai. Et si on veut lui ménager une marge de progression, il faut toujours qu'on revienne là-dessus. Et ça, c'est fondamental. Et à mon avis, c'est complètement oublié. On voit simplement celui qui a gagné ou celui qui a perdu. Je donnerai un exemple qui, moi, m'a frappé sur alors après, on va dire que je suis orienté, mais excusez-moi, quand on regarde la dernière compétition par équipe France-Japon, la France gagne sur le nombre de points, etc. En réalité, c'est le Japon qui gagne pour moi. Parce que si on rapporte le nombre de points marqués à la quantité d'énergie dépensée, c'est évident que c'est le Japon qui a gagné. Si on prend l'exemple, par exemple, du combat entre Suzuki et Bataille, Suzuki a fait un mouvement d'entrée de jeu qui, à mon avis, valait le coup. Il a été compté au hasard. On était dans de la pure efficacité. Derrière, il s'est fait démolir, mais complètement démolir. Et à la fin, il s'est fait prendre en immobilisation et il a perdu. Qui a gagné? Évidemment, sur le score, effectivement, il y avait 10 et 0. Pour moi, il y a eu, à un moment donné, un geste efficace et c'est celui-là qu'on doit rechercher. C'est celui-là, avant tout, qu'on doit rechercher. D'autant plus si ce sont des enfants. Parce que si un enfant à 13 ans réussit au bout de 5 minutes à laminer son camarade, qu'en sera-t-il dans 1 an ou dans 2 ans? Ça sera complètement différent. Ils n'auront plus du tout la même maturité. Ce qui suppose de choisir, tout au moins pour les benjamins, peut-être qu'après, de choisir les enfants qu'on envoie. Parce qu'effectivement, l'image que donne l'enfant qui a gagné en force, et puis l'image que donne l'enfant qui a gagné de façon plus judo, c'est pas la même. Et il ne faut pas laisser croire dans les cours qu'il suffit d'être fort pour gagner. Oui, mais je ne peux pas interdire à un enfant qui a envie, qui est costaud, d'y aller. Donc, c'est vrai. Mais tu le confortes. On peut quand même tenter de voir. Moi, je ne vois pas d'enfants costauds qui veulent aller faire de la compétition. Je vois plutôt des enfants qui font du judo, qui ont dans les benjamins, qui veulent bien aller facilement, volontiers à la compétition. Je crois que la compétition est nécessaire, mais elle ne va pas dans le sens, c'est Julien, oui. dit Julien, et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'en fait, on donne un podium, ou on donne une médaille, et là, ce n'est plus par rapport à ses propres progrès qu'on est en train de s'évaluer, mais c'est par rapport aux autres. Donc ça ne va pas ensemble. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, et je pense qu'il ne faut pas envoyer tout le monde à la compétition. Alors les enfants, j'en parle pas, parce que je pense que les enfants, ils n'ont pas cet esprit martial, parce que en fait, c'est vie et mort. On ne va pas inculquer ça des gamins, mais à l'âge de 12 ans, ils savent quand même qu'ils ont une responsabilité par rapport au club, les parents qui sont derrière. Salut, c'est Régis. Je savais, Régis. Alors ça va bien, ta Ouais, femme? ça va. C'est ça. Alors je voulais te demander si t'aurais pas un peu de fric à me prêter. C'est-à-dire que... Tu sais, t'es pas obligé de me le faire gratuitement, tu peux me le prêter avec des intérêts. Justement, si je te le prête, c'est avec beaucoup de désintérêt. Super, je passe te voir demain, au revoir. Les parents qui sont derrière, vous avez des parents qui sont durs par rapport à leurs enfants, ils veulent qu'ils gagnent. Et l'enfant, il va être confronté à sa famille, à confronter avec ses petits copains du club et à son professeur. Absolument. S'il ne gagne pas. Donc c'est vrai qu'il faut rentrer dans la logique de ce que tu disais, Julien, c'est-à-dire dire, voilà, tu vas à la compétition parce que je pense que tu vas pouvoir évaluer tes progrès par rapport à d'autres gens qui ne sont pas du club. Voilà, à la limite. Tu veux. Ah ben moi je l'ai entendu. Je me suis accroché avec un jeune de 30 ans qui était papa d'élève et que j'entends dire dis-le. Je dis mais vous parlez de physique, c'est votre fils qui est Pour les significatif. privés se passe déjà au niveau d'un club. Dans le cadre des challenges, les parents C'est terrible, ça. poussent les gosses à battre les autres. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. D'accord. Cette idée de compétition, elle est
je dirais, nécessaire et existentiel. Moi, je vais dire, quand Après, ce challenge se passe dans mon club et qu'il y a un parent qui se comporte comme celui-là, quel club qu'il soit, je l'invite à la modération et je l'invite assez brutalement à la modération. Moi, je fais très bien mon travail. Mais il n'empêche que dans l'esprit des parents, c'est lié, et les parents qui encadrent les gosses les poussent à ça. Les parents se projettent sur leurs enfants. Et ça, c'est vrai à 5 ans. C'est déjà vrai à 4-5 ans. Allez, ça va, la chanteuse! On aborde aussi un autre thème au sein de la compétition qui me semble primordial, c'est celui des parents, et plus largement ce qui parle de l'accompagnement. Parce que si on rentre dans ces stratégies de motivation, on invite l'enfant à rentrer dans une stratégie de maîtrise par rapport à lui-même, l'enfant il reste un enfant. Mais par contre il y a toujours les personnes qui ont plus d'importance pour lui, en tout cas de 0 à 10 ans, 10-12 ans, c'est quand même les parents le plus important. Après, lorsqu'ils sont adolescents, ça peut être le père, c'est-à-dire les copains, etc. Donc on est sur d'autres formes de stratégies d'accompagnement. Mais là, il me semble que c'est tout un climat qu'il faut instaurer, et notamment en impliquant les parents. Et je vous écoute, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et moi c'est exactement ce que je fais aussi. Des parents qui ont des comportements déviants, qui disent sur les tapis tu veux, etc. Ou même déjà, on l'a tous fait lorsqu'on enseigne, il y a des parents qui sont là présents tout le temps, qui regardent leurs enfants, et sans même parler, ils ont un impact sur les enfants. C'est-à-dire qu'une surveillance qui, dans le silence, contrôle l'enfant. Et c'est tout. Et des fois, ça les paralyse. Donc moi, c'est pour ça que je leur dis, je ne veux personne. Oui. Voilà. Acceptez-vous que les parents assistent à beaucoup? Non. Moi, je refuse. Non. De temps en temps, je discute avec quelques-uns, etc. C'est autre chose. Je veux dire, dans le cours, je ne veux personne. Mais après, ça n'empêche qu'il faut parler, il faut dialoguer. Et c'est là où l'accompagnement il se passe. En réalité, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Moi, je les invite une fois par trimestre à venir assister. Moi, je pense qu'il faut faire un peu Au plus. Racing, Au début des années Vanneck, 60, par exemple, j'avais les parents dehors. Les sièges sont dans un couloir, ils ne peuvent pas voir l'enfant. Oui, non, mais... Et ils leur ont mis une télé. Ce qui fait que les enfants peuvent regarder, les parents peuvent regarder leurs enfants faire du judo, mais ils voient une télévision. Et il y a une caméra qui montre ce qui se passe, chacun regarde ce qu'il veut voir, mais les parents ne sont pas dans la salle. Ils sont à l'extérieur, ils participent sans être là. Oui, mais moi, Avec l'enfant est seul. là où vous faites le paradoxe, c'est que pendant le cours, je ne veux personne, parce qu'effectivement, il y a des parents qui ont toujours tendance à être là. Il n'y a pas que des papas, il y a des mamans. Et ils sont là, ils surveillent, et ça peut bloquer. Tu acceptes les mamans plus que les papas, non? Donc par contre, ce qu'il faut, c'est à mon avis, aménager des espaces pour qu'il puisse y avoir une discussion avec les parents. Après le cours. Après le cours, par exemple, 5-10 minutes. Oui. Vous savez, l'histoire des parents, ça existe depuis toujours. Dans le début des années 60, j'avais un club où j'avais que des adultes, il n'y avait pas d'enfants. Et il y avait un cours d'enfants quand même qui était fait, mais à un autre horaire. C'est pas moi qui m'en occupais. Et donc, il y a un père qui vient avec un gamin qui faisait 7 ans, 8 ans de grandeur, et qui en avait 11. Et ce gamin, il voulait absolument que je l'inscrive dans mon cours d'adultes. Alors je dis, vous savez, vous avez un cours pour les enfants, il est très bien placé, on s'en occupe bien, etc. Il dit, non, non, je veux qu'il soit dans les adultes. Je dis, monsieur, c'est pas possible. Et mais il prend le gosse, il fait. Et le gamin m'a fait 2 sauts périlleux devant moi, en dehors du tapis. Il m'a dit, vous voyez qu'il est capable d'aller à Il n'était pas lesté celui-ci. Donc vous voyez, il y a quand même une mentalité qui existe chez les parents aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus affinée, mais autrefois c'était déjà comme ça. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui corrompt aussi le judo. Parce que tout à l'heure, je vous ai écouté, on parlait des Riner, c'est un grand champion, il doit rester un grand champion. Donc, quid du judo? C'est-à-dire que quand on regarde la télévision, Teddy Riner, c'est la France, patati patata. Donc on construit l'image d'un judoka chéri par les médias, grand compétiteur, qui bat tout le monde. Et ça fait partie de l'environnement, au même titre que les parents. Bien sûr. Est-ce que tu as raconté sur le Japon qui est beaucoup plus intéressant? Mais Teddy Riner, c'est à la fois C'est pas comme une fantastique affiche, Oui, et c'est c'est aussi un vrai problème pour nous. C'est un vrai problème pour nous. Parce que quelle est l'image qu'on renvoie du judo? Il faut faire 140 kilos, avoir des capacités extraordinaires pour être un grand champion. Or, c'est l'inverse qu'on essaie d'expliquer.
Donc c'est un petit peu, c'est un vrai problème. Teddy Riner n'est pas la C'est un vrai cause, problème. c'est la presse qui est la cause. Parce que Madame de Cos est une aussi grande championne que Teddy Riner. Mais ça n'intéresse personne. Ce qui t'intéresse, c'est les catégories des lourds, et c'est tout. La presse ne parle. C'est la politique de communication. On a eu de des la fédération aussi. Non, c'est surtout les médias. Si la Fédé mettait en avant, par exemple, l'équipe de France féminine qui est extraordinaire, qui a gagné, tu as des petites, toutes les catégories. On le retrouve partout. Les cornflakes préfèrent avoir un bol de cornflakes avec Teddy Riner plutôt que. Oui, c'est sûr. C'est certain. Si on reprend l'histoire du judo, Les autres sports, c'est moi il me pareil. semble que. Enfin, j'ai entendu parler d'une histoire avec Maître Kawashi, qui lorsqu'il était arrivé en France, il avait demandé à ses élèves de lui écrire sur une lettre pourquoi ils étaient venus faire du judo. Alors ils avaient écrit, etc. Puis il avait refermé, il avait consigné tout ça, et lorsqu'ils sont devenus ceinture noire, ils ont ouvert la lettre. Ils l'ont ouvert ensemble, et ils m'ont dit, lis-moi la lettre. Et ils ont dit, bon, ils étaient presque tous d'accord là-dessus, ils disaient, bon, moi je suis venu au judo pour apprendre à me battre et devenir fort, etc. En gros, objectif de comparaison avec les autres. Être dominant. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé au judo, en travaillant avec Maître Kawashi, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont découverts eux-mêmes et ils sont rentrés dans des stratégies de maîtrise Voilà. Et donc, du coup, c'est un chemin intérieur qu'ils ont fait. Et voilà. Et nous, c'est aussi ce qu'on veut faire. Donc, on présente le judo en disant Teddy Riner, voilà, c'est le meilleur, il terrasse les autres, etc. Et je pense que ça, c'est l'histoire de la vie sociale. Et qu'en fait, au bout d'un moment, on a la chance de rentrer dans un dojo. Le dojo, c'est du judo. Le judo, c'est un do. C'est une voie qui doit nous amener à la sagesse lorsque c'est bien pratiqué par un bon professeur avec un bon climat social. Et donc, du coup, ça nous invite à devenir certainement un meilleur humain. Moi, je pense. Ce que nous oublions, c'est que nous ne faisons pas un sport. C'est un art martial qui sert dans la vie. Plus tard, on peut appliquer ces concepts dans sa vie de tous les jours. Et n'oubliez pas la phrase de Cano qui se présente à la fin de sa vie devant la Diète et qui dit aux députés de la Diète, il leur dit: est-ce que vous pensez qu'à mon âge, je suis venu vous faire un discours comment projeter un type par terre? Il dit non, je suis venu vous apprendre comment prendre toutes les connaissances des étrangers qui sont autour de notre pays, les acquérir et les foutre dehors. Ça montre bien que ça va plus loin que, je voudrais voir que ça. Bon, tu le trouves sur Internet. Vous parliez tout à l'heure de la présence des parents au cours. Moi, je trouve ça important dans la mesure du possible qu'ils ne soient pas là. Parce qu'on réserve à l'enfant un espace qui est particulier, avec une autre forme de transmission. Ça revient à la même chose. C'est comme à l'école. C'est une sécurité affective, c'est une prise en charge totalement différente. C'est leur moment à eux. Et voilà. Et donc ça, c'est du judo. Non, mais je suis d'accord avec toi. Dans la mesure où ils apprennent une attitude, qu'ils apprennent à respecter les autres, etc. Chose qu'ils ne font peut-être pas dans la rue, ni chez leurs parents d'ailleurs. Et donc ça, c'est une bonne école. Mais après, moi je dis, ça, c'est bien, mais jusqu'où il faut aller. Donc après, la compétition et des choses comme ça, on va les traumatiser peut-être parce qu'ils ne sont pas très forts par rapport aux autres. Donc on leur fait faire beaucoup de jeux, on leur fait faire des jeux d'ambiance avec d'autres. Donc on leur apprend à être collé avec l'autre alors qu'il y a des enfants qui ont peur d'être touchés. Bien sûr, tout ça c'est très important. Je suis d'accord là-dessus. Mais après, ça amène à des dérives, pour moi, pas pour tout le monde, hein, mais ça amène à des dérives où jusqu'où on va avec la sécurité, par rapport à ce qu'on peut leur faire faire, par rapport à ce qu'on nous autorise à faire. Parce que si la fédération ouvre des compétitions aux 5 ans, il y a plein de professeurs qui enverront des enfants à 5 ans parce qu'ils auront derrière eux les parents qui vont dire « Mais comment se fait-il que mon enfant, là, ils font des compétitions dans le club d'à côté, comment se fait-il que mon gamin… » Voilà. Il y a un exemple, à mon avis, dramatique, c'est l'enseignement en Angleterre. Ouais. Moi, j'ai assisté à des passages de ceinture jaune 6 ans en compétition. Parce que, en fait, c'est pour les enseignants, le judo, là-bas, est considéré comme l'inculcation. Voilà. On leur permet d'inculquer le fighting spirit.
Pour eux, c'est ça. Tu deviens un bastonneur, t'en veux, etc. grâce à ça. Et c'est sûr que le petit garçon qui a pas passé sa ceinture jaune et qui s'est fait prendre et jeter, bah, il va pas faire beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de licenciés non plus. Hein. Parce que c'est clair. Mais il n'y a pas de différence entre passer à un grade de judo et passer, je sais pas, faire une compétition de badminton. C'est la même idée. C'est le fighting spirit qui est important. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi nous, on a des enfants? C'est justement parce qu'on n'est pas dans cette... Les Français sont plus protecteurs que dans les Anglais par rapport à leurs enfants. Parce que ma fille est mariée avec un Anglais, et je vais donc chez les petits enfants, je vais comme ça dans les parcs de jeux, les drones, je ne sais plus comment, et je regarde les parents, ils accrochent un môme à une échelle, il a 6-7 ans, haute, hein, les pieds du môme m'arrivent là à peu près, hein, et ils le mais sont en dessous, hein, il traverse, le môme il tombe. Bon allez, sous-entendu, ils sortent dehors avec les enfants qui ne sont pas couverts en plein hiver. C'est extraordinaire. Mais eux aussi d'ailleurs, ils sont en droit de chemise quand il fait ce temps-là, hein, la plupart. Parce que tout petits, ils étaient... Tout petits, ils ont été comme ça. Ils sont élevés un peu à Mais là, je pense qu'on est au cœur de ça. C'est-à-dire que en fait, la façon dont un enfant va gérer son échec ou sa réussite, elle est liée aussi, il me semble, à la culture aussi locale qu'on a dans un club, évidemment. Lorsque tu arrives dans un club et qu'il y a des posters de champions partout, que le modèle d'excellence, lorsque tu discutes avec les gens, c'est par exemple, ça peut être Frédéric Dambach ou Isao Kano, je ne sais pas, quelqu'un qui a un judo à chaque fois complètement différent, ça va tout changer, il faut le garder ça. Hein. Ah oui, il faut le garder. Lorsque le modèle d'excellence dans un club, c'est un champion lutteur, par exemple, et de l'autre côté, ça va être un judoka esthète, on ne va pas être sur les mêmes choses. Donc c'est-à-dire que lorsque l'enfant il a fait sa compétition, qu'il gagne ou qu'il perde, s'il vient dans son club et qu'en fait, lorsqu'il vient, c'est le dieu vivant parce qu'il a gagné la compétition, et que dans l'autre club, on va l'inviter à beaucoup plus d'humilité, il me semble que le climat va être totalement différent. Mais comme vous dites très justement, c'est le désir de l'enseignant qui est transmis aux élèves. Oui. De l'enseignant, des parents, qui se projettent. Quels sont vos souvenirs de 4-5 ans L'organisation dans le sport de l'enseignement que tu transmets, c'est ton désir. La mémoire comme ça des enfants, c'est surtout lié à une émotion. Oui, c'est Il y a un jour une émotion qui fait qu'il se rappellera. Il s'est fait mal, on lui a cassé le bras, ou il s'est cassé lui-même le bras. Donc c'est lié. C'est pas si évident que ça, parce que la répétition d'un mouvement crée une mémoire dans le corps. Donc c'est pas nécessairement une douleur, c'est pas nécessairement une émotion. Oui, t'as une sensation. Non mais je parle, t'as une émotion. Quelque chose. La répétition va quand même créer des attitudes dans la prise de position du corps. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, c'est qu'une mémoire d'enfant à 6 ans, c'est parce qu'il y a eu une émotion qui a été avec cet événement. Par rapport à l'événement.